que je vous propose, c'est de commencer. Je vais vous présenter nos participants. Laure de Cailly, qui est responsable des réseaux sociaux à Tout France et qui s'est occupé des réseaux sociaux pour les Jeux Olympiques. Beau challenge, hein, quand même. C'est sympa comme sujet. Hein. Moi, je trouve là, il y a de la matière, il y a de l'émotion, il y a de tout. Il y a Alix Kalman, qui est responsable en fait promo à l'Office du tourisme de Menton Riviera Merveille, la fête du citron, Mad Jack et ainsi de suite. Donc qui nous parlera un peu justement de ces deux événements. Yannick Le Magadur, qui est un directeur marketing du CRT Provence, Alpes, Côte d'Azur, hein, c'est ça. Il faut que je dise en entier. Voilà. Donc lui, qui va nous parler justement coup de monde de rugby, rendez-vous en France, ainsi de suite. Voilà. Pour démarrer cet atelier, donc c'est vrai que les grands événements, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant, qui est un vrai vecteur d'attractivité. C'est ce que j'ai commencé à poser ici. Voilà. Donc là, j'ai mis juste quelques photos symboliques quand même, qui matérialisent toute la communication des grands événements et tout l'impact que ça peut avoir. Hein, tous les événements dont je viens de citer ici. Alors, on se rend compte quoi? On se rend compte que c'est un vecteur puissant de visibilité, d'attractivité. Alors, des fois, c'est vous qui allez le provoquer, ou des fois, tout simplement, il est chez vous. On va voir un peu ces approches-là. C'est une véritable opportunité pour renforcer votre image de marque d'une destination. On voit bien qu'il y a même des destinations qui ne sont connues que par rapport à leur événement. On va aussi l'avoir comme un vrai levier de fréquentation, parce que finalement, c'est pas négligeable du tout, quand ça fait venir des milliers, voire peut-être plus encore des millions de personnes indirectement dans le temps sur la destination. Ce qui est intéressant, et on va le voir aussi de manière très pratique, opérationnelle, c'est que c'est aussi générateur potentiellement d'offres touristiques. C'est ça qui est intéressant, c'est comment on l'optimise à ce niveau-là. Et puis, c'est un vrai défi aussi en matière de moyens, de calendrier, de réalisme opérationnel. C'est du boulot, quoi. En fait, l'événementiel, vous y êtes ici, vous passez 2 jours, nous on l'organise un peu, on voit bien ce que c'est, et c'est un vrai boulot. Mais par contre, ça fait venir, moi, quand on se balade, tout ça, sur le port, là, ils sont contents, il y a plein de... Donc, ils font aussi du business, donc on le voit bien ici. Voilà. À ce niveau-là, ce qu'on va essayer dans cet atelier, c'est de tirer les enseignements concrets de tous ces grands événements. Hein, comment justement on en retire quoi? D'adapter les stratégies à vos réalités locales, parce que c'est ça aussi. On a fait attention d'essayer de répartir les deux, c'est-à-dire que il y a des gros et puis des plus petits. Je vais revenir juste après. De partager des retours d'expérience, donc ça va être aussi très pratique, d'accord, entre le national et l'hyperlocal, et puis d'identifier les contenus mobilisables avant, pendant et après l'événement. On est quand même dans le content marketing, et c'est vrai que pour faire de la communication, c'est beaucoup de ces contenus liés aux événements. Et puis, moi, j'aime bien cette dernière question, parce que vous voyez, cette dernière question, je l'ai mis là. Lundi matin, on fait quoi? En fait, depuis que j'organise un peu les événements comme ça, la logique, c'est de dire, mais est-ce que lundi matin, vous avez quelque chose de concret, pratique à faire? Ouais, la question, elle est là. Donc, si on n'y est pas arrivé, c'est qu'on n'a pas été bon. Hein. Donc, on va essayer d'être pas trop mauvais là-dessus, et que vous puissiez vous dire, ouais, je vais faire ça pour être plus efficace chez moi, sur ma destination. Donc, des interventions croisées, institutionnelles et territoires, des cas concrets, tout ce que je viens de vous dire, JO, Coupe du Monde de rugby, rendez-vous en France, Mad Jack, fête du citron. Et je vais laisser tout de suite la parole à Yannick. Je t'invite en fait à rejoindre la petite place là-bas, elle est sympa en plus. Il faut que le micro il marche, sinon prends le mien. Ouais, le tien il marche bien, tu me donnes la zapette aussi. Voilà. Il y a 2 boutons. Ouais, à droite. Voilà. Bon, bonjour à tous. Je vais vous parler Coupe du monde de rugby. La Coupe du monde de rugby 2023. Les amateurs de rugby, évidemment, ça leur parle. Ceux qui ne sont pas spécialement passionnés par le rugby, ça leur parle moins. Mais je vais essayer de vous montrer en quoi ça a présenté un gros intérêt d'action au niveau des acteurs du tourisme. Premier événement post-Covid, c'était en 2023. Ça durait un mois et demi de compétition en région et en France. 10 matchs sur 48 à Marseille et à Nice. Donc là, il y avait vraiment une grosse opportunité. Près de 600 000 supporters sur ces 10 matchs. Et puis la couverture médiatique, évidemment, elle est très forte. Enfin, en tout cas, dans les pays qui sont amateurs de rugby et qui ont une culture rugby.
Donc on s'est très rapidement, dès 2021, on s'est rapproché des deux villes hôtes, qui sont Marseille et Nice, pour commencer à imaginer ce qui serait pertinent de faire ensemble pour surfer sur cette Coupe du Monde de rugby qui arrivait 2 ans plus tard. Et il y a 4 offices de tourisme, Toulon évidemment, qui est la capitale du rugby de la région, la ville d'Aix-en-Provence, celle d'Antibes-Juan-les-Pins et le Luberon, qui ont souhaité s'associer également à cette démarche collective. Et cette démarche collective qu'on a commencé à bâtir en 2021, elle s'est d'abord traduite par un travail de réflexion à 6 pour savoir ce qu'on avait envie de faire ensemble, ce qu'on avait envie de partager. Et très rapidement, les 2 objectifs qu'on s'est fixés au niveau de cette Coupe du Monde de rugby, c'était petit 1, faire en sorte que les fans de rugby venant en France pour la Coupe du Monde restent le plus longtemps possible en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, séjournent chez nous, en essayant de leur montrer au fil de nos actions que c'est facile d'aller voir un match à Lyon en étant basé à Marseille ou à Toulon. Donc rester chez nous le plus longtemps possible. Et puis l'autre objectif, évidemment, c'était de profiter de l'impact médiatique de la Coupe du Monde pour parler aux affinitaires rugby. Et sur certains marchés, je préciserai tout à l'heure, c'était particulièrement pertinent et intéressant. On s'est dit, on va profiter de la Coupe du Monde de rugby pour parler déjà à des marchés lointains qui ont une culture rugby très forte, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon étant le pays qui a accueilli la Coupe du Monde de rugby précédente et qui est un pays montant dans le concert des nations rugbystiques internationales. Et puis le second sujet, ça a été de se dire, sur ces 4 marchés, on va essayer d'avoir un plan d'action aussi bien en B2B, en médias qu'en B2C. Et sur les marchés de proximité, qui sont principalement les grandes nations de rugby du Royaume-Uni, on va être plus sur de la logique B2C en engageant des campagnes de communication. Donc sur les marchés prioritaires, un plan d'action à 360. Donc les marchés prioritaires, ce sont ces marchés lointains, dont certains sont des marchés peu travaillés par le CRT, comme par la plupart des professionnels de la région. Je vous parlais de l'Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, c'est très loin, on n'y va pas trop. Le Japon, c'est un marché qu'on travaille depuis longtemps, mais en tout cas les 3 autres, c'est des marchés sur lesquels on est peu présent, donc c'était vraiment l'occasion. Et puis sur les marchés de proximité, on est sur des logiques de communication. Évidemment, pour faire tout ça, il nous a fallu créer tout un ensemble de contenus, et c'est plutôt de cet aspect-là dont je vais vous parler. Première chose que nous avons faite, c'est de nous rapprocher du comité d'organisation de la Coupe du Monde de rugby. C'était nettement plus facile que sur les JO. Et pendant 2 ou 3 mois, on a échangé avec eux pour voir de quelle façon on pourrait utiliser leur code graphique. Donc là, on est sur de la forme, mais utiliser leur code graphique pour avoir un lien de parenté sur toutes nos actions par rapport à la façon de communiquer du comité d'organisation. Et au bout de 2-3 mois, en leur expliquant ce qu'on voulait faire, le type de support qu'on allait créer, etc., ils nous ont dit banco, on part là-dessus, et ils nous ont fait parvenir toute la boîte à outils des différents éléments permettant de créer des supports de communication. Ouais. Moi, j'ai pris ton micro. Savoir si vous avez mis des contraintes, justement par rapport, enfin, tu vois, tu as reçu tous les outils de com. On a reçu un très large éventail d'outils de com. La seule condition qu'ils nous ont posée, à chaque fois que vous produisez quelque chose, vous nous le montrez. On leur a montré le premier doc qu'on a créé, le premier support, le premier flyer, etc. Et puis très rapidement, ils nous ont dit, bon, c'est bon, ça va, on arrête là. Donc il y a eu un climat de confiance qui s'est instauré, mais ça, c'est un aspect, je pense, important dans notre réflexion cet après-midi sur les grands événements. On souhaite profiter de l'impact d'un événement, mais on a tout intérêt à créer dès le départ une relation de confiance avec l'organisateur de l'événement en question. Donc, on a créé tout un ensemble de contenus de communication pour la presse et pour l'intermédiation. On a commencé par un dossier de presse sur l'ensemble des opérations qu'on a conduites sur les marchés lointains où on s'est déplacé. On a rencontré 150 journalistes. Donc, évidemment, sur ces dossiers de presse, on a mis en lumière les 6 partenaires du contrat. Une petite parenthèse, l'aspect financier, il n'est pas anodin. Les 6 partenaires n'ont pas investi de la même façon, et la donne de départ, et ce sur quoi on était très clair, c'est que la visibilité de chacun des partenaires serait au prorata de sa mise de fonds. Et là, ça a très bien fonctionné sur toute la longueur. On s'y est tenu. Sur un dossier de presse, il pouvait y avoir 6 pages pour Marseille, il y en avait 2 pour Antibes, parce qu'Antibes avait moins de budget que Marseille.
On a créé ces documents également dans les différentes langues concernées, enfin le japonais en particulier. Sur le Japon, je voulais faire une petite parenthèse également sur le pourquoi du Japon. Le Japon, certes, ils ont accueilli la dernière Coupe du Monde de rugby, mais l'intérêt qu'on y a vu assez rapidement au niveau du CRT, c'est que le marché japonais, c'est un marché qui est très féminin, un marché historique, c'est sans doute le marché lointain le plus historique de la région. C'est un public très féminin et on s'est dit sur la Coupe du Monde de rugby, ça va peut-être être une possibilité, une opportunité pour diversifier un petit peu les segments de population et avoir peut-être plus d'hommes qui s'intéressent aussi à notre destination, à la France et à Provence-Alpes-Côte d'Azur. Évidemment, nous avons rencontré de nombreux tour opérateurs, 760 TO AGV rencontrés sur ces marchés lointains, support de présentation indispensable. Euh, Toujours avec le code graphique de la Coupe du Monde de rugby. Et on avait à chaque fois sur ces marchés, on s'aperçoit que le rugby a une notoriété qui est quand même très forte. Et parmi les TO rencontrés, il y en avait beaucoup qui ne programmaient pas forcément des choses dans le cadre de la Coupe du Monde, mais qui avaient un peu le sourire quand on leur parlait rugby et destination touristique comme la nôtre. Et puis nous avons réalisé également une vidéo de destination que nous avons projetée, montrée tout au long de ces événements, et je vais vous la passer, c'est 3 minutes 30. C'est une vidéo un petit peu différente de ce que l'on fait d'habitude en termes de musique, en termes de rythme. L'idée, c'était vraiment d'être dans une logique un petit peu plus rugby que généraliste comme on le fait habituellement. We know we all need the self. Et le joueur de rugby qui intervient au début et à la fin, c'était une des vedettes du rugby club toulonnais il y a 2 ans, Evan Stebet, un Africain du Sud. Et forcément, quand on est allé en Afrique du Sud, ça résonnait fort auprès des partenaires qu'on a rencontrés. Bon, évidemment, des contenus de la PLV également que nous avons créés à cette occasion, en mettant en avant chacun de nos partenaires.
Et puis, nous avons eu tout un ensemble d'actions grand public, pas seulement sur les marchés de proximité, mais également sur les marchés lointains. Et sur les marchés lointains, notamment sur le Japon, nous avons accueilli un illustrateur assez connu là-bas qui s'appelle Adrian Hogan, qui est venu réaliser des illustrations un petit peu humoristiques de ce qu'il a ressenti de la culture et de l'identité des différentes villes de la région. Et à partir de ces illustrations, on a lancé une campagne de communication en réseaux sociaux avec Atout France, 2,5 millions d'impressions. C'est une action parmi d'autres, hein, évidemment. Et sur les marchés de proximité, on a mis des moyens un peu plus importants en termes de communication grand public, puisqu'on n'était pas présent sur du B2B ou peu, et sur de la presse. On a notamment eu un gros partenariat avec The Rugby Journal au Royaume-Uni, avec la production de tout un ensemble de contenus éditoriaux. Et ça a eu une répercussion relativement forte. Et puis en parallèle, nous avons eu une campagne social média avec plusieurs petites vidéos. Je ne sais pas si elles s'activent. C'était la campagne Win or Lose, non visiblement, et ça n'a pas l'air de partir. C'est pas grave, c'est des petites vidéos, des petites capsules de 15 secondes ou de 30 secondes. 7,2 millions de vues. Et puis cette campagne, nous l'avons optimisée l'année de la Coupe du Monde de rugby, pendant le tournoi destination en début d'année, avec une campagne d'affichage au Stade de France sur des accueils d'équipes du Royaume-Uni. Et ça a relativement bien marché. Oui. Tu as commencé combien de temps avant ? On a commencé à travailler, à réfléchir en 2021. Fin 2021, on était calé en termes de plan d'action, ou tout début 2022. Et le plan d'action, on a commencé à le dérouler au premier trimestre 2022. Et on a continué jusqu'à la Coupe du Monde de rugby. Pendant la Coupe du Monde de rugby, à chaque fois qu'une équipe internationale jouait ou à Marseille ou à Nice, on envoyait 2 jours avant une petite campagne réseaux sociaux, un petit push. Donc jusqu'à la fin de la Coupe du Monde de rugby, on a été présent. Avec l'équipe de France, vous avez joué aussi un peu ou quoi ? Non, non. Alors, juste deux slides pour terminer cet aspect Coupe du Monde de rugby. C'est des données de fréquentation qui sont relativement éloquentes et pertinentes. Là, ça concerne le Royaume-Uni. Vous avez la comparaison entre l'année 2022, 2023 et 2024. Vous voyez les pointes de l'automne 2022. C'est des pointes fulgurantes, les jours de match et les périodes avant-après ces matchs. Sur le Japon, c'est encore plus remarquable. Et sur l'ensemble de l'année, avec cette Coupe du Monde de rugby, on est à plus de 150% de clientèle japonaise. Alors, on y a peut-être un petit peu contribué. Évidemment, c'est la Coupe du Monde de rugby qui a fait le gros du job. Mais on espère avoir apporté une petite pierre à l'édifice. Pour conclure, plusieurs aspects qui sont importants à avoir à l'esprit. Celui que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, l'important de nourrir du lien avec l'organisateur, le comité d'organisation. La seconde chose, si on est sur des logiques de plans d'action partenariaux, ben, il faut vraiment que dès le début, ces plans d'action ils soient conçus, ils soient construits avec ses partenaires et qu'il y ait un sentiment de confiance qui s'instaure dès le début avec l'ensemble du partenariat, sachant que sur ces partenariats, c'est le CRT à chaque fois qui est le maître d'ouvrage, qui est le coordonnateur, mais on est complètement transparent avec les partenaires qui viennent avec nous sur ce type d'événement. Et puis, évidemment, avoir toujours à l'esprit le public auquel on veut s'adresser, en essayant d'adapter les outils que l'on crée à ce public et de façon à ce que ça lui parle le plus possible. Voilà sur la Coupe du Monde de rugby. Ok. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse poser des questions à chaque fois avec la salle. Et n'hésitez pas pour échanger avec Yannick, parce que sinon, ça fait 1h30. On ne va pas attendre 1h30 pour poser des questions. Est-ce que vous avez des questions sur l'organisation de la Coupe du Monde ? Ah, il vous faut un micro. Alors évidemment, ces types d'événements dont on parle, et on va parler après, Laure va parler des JOP 2024, ce n'est pas des événements qui arrivent tous les ans. Mais il y a quand même des enseignements à en tirer et il y a des points de parenté entre ces différents événements sportifs notamment. Et les expériences que l'on a sur l'un de ces événements, ben, ils peuvent nous servir sur le suivant. On commence à se projeter évidemment sur la Coupe du Monde, sur les JO 2030 dans les Alpes du Sud et on va tirer les enseignements de la Coupe du Monde de rugby, mais également de ce qu'on a essayé de faire beaucoup plus light sur les JOP 2024. Ça marche pas.
Bonjour. Je voulais savoir aussi dans le côté opérationnel, les petites mains qui postent sur les réseaux sociaux, etc. Il y avait une équipe de combien de personnes à peu près pour pouvoir dérouler tout ce plan d'action? Alors, il y a des choses qui ont été faites en direct par les équipes du CRT, mais l'essentiel, ça a été du service extérieur par les bureaux d'Atout France, avec lesquels on a collaboré. Mais ça a été ou le CRT ou les bureaux d'Atout France, sachant que les partenaires Nice, Marseille, etc., ont fait des choses également pendant la Coupe du monde du rugby, mais qui n'ont pas forcément dans ce plan d'action partagé, hein. Mais ils ont forcément été. Il y a eu d'autres actions, hein. Ce que je vous ai présenté là, c'est le cœur du réacteur de ce qu'on a fait en collectif. Merci. Une autre question? Ah, devant, juste là. Merci. Une question concernant les pics, donc là pendant l'événement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, 2025, vous avez encore des bénéfices? Est-ce que vous avez vu une augmentation de part de marché qui perdure? Je ne vais pas vous raconter des salades. On n'a pas des éléments suffisamment précis pour attribuer les évolutions de ces marchés à la Coupe du monde de rugby. Les marchés asiatiques, par exemple, tous les marchés asiatiques sont sur des périodes de croissance. Ils ont recommencé à croître en 2022 après le Covid. Donc, ils continuent à progresser. Maintenant, je ne vais pas vous dire si tel marché a fait plus de 20% en 2025 ou en 2024. C'est grâce à la Coupe du monde de rugby. Franchement, sur le Japon, je préfère pas aller jusque-là. Non, mais par exemple, l'Afrique du Sud, par exemple. Par contre, c'est évident que, alors sur l'Afrique du Sud, il y a certains des partenaires, notamment le Luberon et Aix-en-Provence, ils ont continué à surfer sur la vague de la Coupe du monde de rugby en continuant à aller sur ce marché. Donc là, effectivement, Afrique du Sud, ça continue à progresser. Ça, c'est des informations qu'on a plutôt côté tour opérateur. Par contre, c'est un tout petit marché. Donc en termes de volume, les touristes d'Afrique du Sud, on les voit très peu dans nos stats. Autre question encore? Non. Moi, j'en aurais une. Tu parlais de relations de confiance. Comment tu développes une relation de confiance avec un organisateur, justement? Comment vous y êtes pris? Est-ce que tu pourrais donner un conseil peut-être à la salle? L'organisateur, il a été, je pense qu'il a été sécurisé quand on lui a présenté notre plan d'action, quand on lui a expliqué pourquoi on faisait les choses, ce qu'on voulait faire, les marchés sur lesquels on souhaitait travailler. Et puis, il a également été rassuré à partir du moment où on lui a fait valider les premiers outils qu'on développait. Il a mieux compris l'esprit de ce qu'on voulait faire. Et là, il n'y a pas eu de problème, quoi. Il n'y a pas eu de problème. Et c'est vrai que j'anticipe un petit peu sur la partie JOP, mais on a imaginé, après la Coupe du monde de rugby, être également présent en communication sur les JO, mais très rapidement, on s'est rendu compte que ça allait être beaucoup plus compliqué parce que c'est beaucoup plus fermé. Et c'est vrai que les JO, compte tenu de la période de déroulement en plein cœur d'été, la période qui est plus courte, c'était d'abord les JO à Paris. Alors en termes d'attractivité, en termes d'image, ça a été fabuleux à l'échelle mondiale. Maintenant, la plus-value qu'aurait eu une action collective des acteurs du tourisme de la région, on l'a pas vraiment vu. Alors que sur la Coupe du monde de rugby, c'était évident. En termes de retombées économiques, sur la Coupe du monde de rugby, il y a eu 600 000 euros il y a eu 600 millions de retombées économiques estimées. On est à 200 sur les JOP 2024 sur Provence-Alpes-Côte d'Azur. 200 millions. Une autre question, c'est le monitoring. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à quand vous investissez comme ça sur des campagnes aussi fortes, est-ce que dans le plan d'action, le travail du monitoring, comment vous le travaillez? Enfin, comment vous l'abordez? Savoir les retombées. Alors, moi, j'ai envie de dire à la fin, mais aussi pendant, pour orienter peut-être la campagne, ainsi de suite. On est en permanence. Alors, c'est plus avec l'intermédiation qu'on essaie de suivre un petit peu ce qui peut se produire et l'effet de nos actions. Donc, avec les tours opérateurs, on réussit à avoir des retours. C'est pas toujours simple parce que une fois qu'ils ont créé un produit ou qu'ils ont développé quelque chose, ils passent à autre chose et ils ne nous répondent pas forcément. Mais c'est un petit peu là-dessus qu'on essaie. Évidemment, sur la partie des retombées médias, les contre-valeurs publicitaires, on a pu les évoluer. Sur la partie grand public, une fois qu'on a eu les nombres d'impressions, les taux de clics, etc., sur tout ce qui est digital, on a déjà un aperçu. Maintenant, on ne met pas des moyens de type post-test, par exemple, sur les différents marchés pour voir si on a été vu, etc. C'est trop coûteux sur ce type de programme.
D'accord. Et vous n'avez pas fait un truc du style ah mais là on est parti, ça marche pas du tout, on arrête, on change de, tu vois, en milieu de, Non, non. Enfin, sur les marchés sur lesquels on s'est déplacé, dont les marchés lointains, on a eu tout de suite une marque d'intérêt évidente. C'est-à-dire, ça sautait aux yeux à chaque workshop qu'on a pu avoir avec des Théo et des agences de voyage, à chaque conférence de presse. Il y avait du monde, et puis il y avait des questions, il y avait une marque d'intérêt évidente. Sur certains marchés, sur le Japon notamment, on a pu travailler avec des rugbyman japonais qui étaient présents également sur notre opération et qui venaient témoigner, des rugbyman qu'on a accueillis en France. Il y en a un seul qui est revenu, c'est à Toulouse. Hein. Donc, bon, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse enchaîner. Merci Yannick. Il y a une question là-bas. Ah, encore. Un rugbyman? Bonjour Maxime, merci pour la présentation. J'avais une question. Donc, lors de ces campagnes que vous avez effectuées avec Atout France, donc vous avez touché beaucoup de personnes, vous avez généré beaucoup de contenu. Concrètement, qu'est-ce que vous en faites après? C'est-à-dire, est-ce que ces bases de données, ce sont des bases de données que vous récupérez pour les retravailler plus tard lors d'autres événements, ou c'est perdu dans la nature? Concrètement, en fait, voilà, non. En post-campagne, comment ça marche? Je dirais que c'est perdu dans la nature. On a communiqué fortement en parallèle à l'événement, ou en amont de l'événement, mais on n'a pas généré de la base de données qui nous permettent de rebondir ensuite. Et puis c'est vrai qu'on est passé tout de suite sur les JO en essayant d'imaginer des choses. On n'a pas retravaillé dessus, on n'a pas pu. Par contre, les tours opérateurs ou les médias qu'on a rencontrés sur les marchés lointains sur lesquels on s'est déplacé, on continue à nourrir du lien avec eux. Par contre, sur le grand public... Mais c'est par un manque d'outils ou c'est voilà, c'est juste pour comprendre en fait ce qui on l'a pas construit de cette façon-là. Et on est passé à d'autres formes d'action, d'autres objectifs, d'autres stratégies. Ok, très clair. Merci. Alors, ce qui est intéressant, juste, j'en profite parce que Alix, c'est vrai, il me disait, elle était sur le terrain. En fait, la grosse campagne, elle, c'est un territoire, une destination. Et elle jouait le jeu. Hein. Tu peux nous dire un petit peu, justement? T'as pas fait en arrière mais... Non, mais en fait, nous, on était en effet donc Menton, proche du stade de Nice quand même, mais sans être une ville partenaire, une ville qui accueillait les préparations, etc. Et on s'est dit, c'est tout près de notre territoire, il faut qu'on utilise cet événement. Et on a la chance d'avoir la tombe de Webb Ellis, qui est le fondateur du rugby au cimetière de Menton. Et on s'est dit, de là, on a décliné tout un contenu qu'on a envoyé à tous les hôteliers en 4 langues, en leur disant, voilà, rappelez à vos clients que s'ils viennent à Menton pendant la Coupe du Monde de rugby, ça a du sens parce qu'en plus d'aller voir un match à Nice, ils pourront aller sur les terres du rugby et puis après, il y a l'offre touristique qui en décline. Et on a travaillé main dans la main avec la mairie et les clubs de rugby de Menton pour proposer des petites animations, des panneaux sur l'histoire du rugby, un parcours sur une application, etc. Donc tout ça pour dire que même quand on n'est pas dans la boucle officielle de l'événement, en fait, avec nos petits moyens, on a su rebondir pour s'incruster un petit peu et prendre le bénéfice d'un tel événement qui était à côté de chez nous. Ouais, mais c'est une vraie opportunité. Est-ce que quelque part il y a eu un pèlerinage après avec la tombe de... Enfin, il y en a qui sont venus voir un peu, fin de ça. Alors, sans rire, la tombe a débordé de fleurs et de ballons et de peluches. Donc, réellement, oui, ça a engendré quelque chose. C'est peut-être pas que de notre fait, évidemment, certainement pas, mais on a en effet utilisé l'opportunité. Ouais, c'est important l'opportunité. Une opportunité de parler des Jeux Olympiques. Merci Yannick. Juste pour terminer, pour être complètement transparent, le programme d'action partenariale qu'on a monté, c'est un budget de 400 000 euros. 400 000 euros, un quart CRT, un quart Marseille, un quart Nice, un quart les 4 autres offices de tourisme. Et avec ce budget-là, je pense qu'on a réussi à faire une belle émulsion. Bon, c'est pas le budget de tout le monde. Hein. Qui c'est qui a un budget à 400 000 euros là, sur une campagne? Mais c'est intéressant par contre de rebondir dessus. Enfin, moi je trouve qu'il est vraiment très intéressant, c'est le fait de dire on peut aussi, on peut éviter de le regarder de loin, mais de dire comment moi je peux m'y inclure et tout ça, ce qu'a montré Alix. Alors, les Jeux Olympiques. Laure. Ouais, on enchaîne avec les Jeux Olympiques. Alors,
Nous, chez Atout France, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, on a une stratégie d'activation qui a été multicanale. Donc, il y a eu du offline, du online. Donc, quand on parle de offline, ça a été évidemment des accueils presse, influenceurs, des conférences de presse, des créations de dossiers de presse. Donc, il y a eu toute une partie presse qui a été développée, une partie événementielle, une partie aussi B2B, qu'on n'abordera pas spécifiquement aujourd'hui, mais il y a eu toute une partie offline et une partie aussi online, avec la création d'une campagne Open Doors, Open Games, qui a été diffusée en programmatique, donc sur des outils digitaux programmatiques, mais aussi sur les réseaux sociaux en paid, en campagne paid, toute une stratégie d'activation éditoriale sur le site france.fr, avec la création d'une landing page et de contenus éditoriaux créés spécifiquement pour l'événement, le relais de newsletter, et évidemment des activations en social et influence marketing. Donc ça veut dire qu'on a aussi activé toute une stratégie sur les réseaux sociaux de l'écosystème Explore France, donc qui sont, vous allez le voir, on va en parler juste après, qui est un écosystème destiné à la communication grand public. Et on a activé aussi des stratégies d'influence. Donc moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est très spécifiquement de toute la partie social et influence content, et je vais vous détailler ce qu'on a fait pour l'occasion. Notre enjeu sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ça a été de déployer un fil rouge éditorial dans l'écosystème Explore France. Donc l'écosystème Explore France, on est présent à peu près sur toutes les plateformes et on a choisi spécifiquement d'activer les plateformes du groupe Meta, donc Facebook et Instagram, et aussi TikTok pour aller toucher les plus jeunes générations. Juste pour vous situer, l'écosystème Facebook Explore France, c'est plus de 2,1 millions de fans qui suivent les pages. Alors, il y a un compte global Explore France, mais le compte global est décliné en 15 pages, en 15 langues différentes. Donc, c'est un énorme réseau d'activation pour nous. Instagram et TikTok sont des réseaux globaux qui sont animés en français et en anglais à destination des visiteurs internationaux et où on a quasiment 600 000 followers aujourd'hui sur ces deux plateformes. Donc, on s'adresse non seulement aux 2,3 millions de followers internationaux qui nous suivaient déjà, mais l'objectif, ça a été évidemment d'aller chercher aussi des nouvelles audiences pour pouvoir communiquer nos messages. Il y a eu 3 temps d'activation, évidemment, pendant les Jeux Olympiques, qui ont été avant les Jeux Olympiques, avec des phases de teaser et toute une stratégie d'activation sur le relais de la flamme, et donc le passage de la flamme dans les territoires. Là, évidemment, le temps fort, les Jeux Olympiques et Paralympiques, on a développé toute une stratégie d'activation pendant l'événement, évidemment. Et ensuite, après, puisqu'en fait, même encore aujourd'hui, ça continue avec l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques, comment on peut continuer aussi à communiquer sur l'événement, même un an plus tard. Alors, concrètement, comment ça s'est passé ? Le problème sur ce type d'événement aussi, c'est qu'on a eu tout un tas de challenges à relever. Donc avant de vous montrer ce qu'on a mis en place, il faut que vous situiez un petit peu le contexte dans lequel on a travaillé. Le premier challenge, ça a été de mettre en place une stratégie de contenu dans un contexte qui lui-même était déjà complexe en soi. Pourquoi ? Parce qu'il y avait d'une part, et ça Yannick l'a un petit peu évoqué, mais les nombreuses contraintes aussi qu'on peut avoir avec nos partenaires, et notamment les contraintes qui ont été imposées par le COJO, donc le Comité d'organisation des Jeux Olympiques, et donc par extension le CIO aussi, puisqu'ils sont dépendants des contraintes du CIO. Alors pour vous donner un petit exemple, on a eu l'interdiction d'organiser des jeux concours, qui sont des activations qu'on utilise normalement sur les réseaux sociaux. Nous n'avions pas le droit non plus de médiatiser les contenus, donc d'acheter du média. Donc c'est très compliqué aussi pour être visible pendant cette période-là sans acheter de visibilité en paid. L'utilisation aussi de certains mots de wording, parce que certains mots sont protégés, etc. etc. Donc il y a eu des grosses contraintes qui nous ont été imposées par le partenaire à l'origine, mais il n'y avait pas que cette contrainte-là, il y avait une contrainte qui était plus globale, qui était la période tout simplement de communication, puisque de nombreux annonceurs, pendant cette période, évidemment, communiquaient aussi au même moment que nous. Donc la période était extrêmement concurrentielle et la visibilité forcément très réduite. Et ça a engendré aussi un phénomène qu'on connaît tous sur tous les grands événements, mais encore plus sur les JOP, qui ont été un phénomène de saturation des plateformes sociales. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de contenu qui était publié sur les plateformes sociales qu'on devenait un peu invisible. Donc il y avait ce contexte déjà qui était assez complexe, mais il y avait notre écosystème aussi qui était complexe, puisque c'est un écosystème, comme je vous expliquais, qui était en multimarché et multilangue. Donc ça, c'était assez complexe aussi à gérer, parce qu'il fallait qu'on s'adresse à nos audiences dans leur langue en local aussi, mais aussi aux visiteurs sur des langues, on va dire, plus génériques comme l'anglais. Donc les ressources et les moyens de production qui ont dû être mis en place dans l'organisation
de cette stratégie d'activation ont été assez conséquents puisque la volumétrie de contenu qu'on a eu à créer a été très très conséquente. La gestion aussi des traductions et de la dimension communautaire en 15 langues, notamment sur Facebook, ça a été aussi très compliqué à gérer. Et surtout, la dimension communautaire, par contre, c'est quelque chose qui était absolument fondamental d'anticiper et c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Mais quand on appuie sur le bouton publier sur les réseaux sociaux, forcément, les gens interagissent. Donc, on like, mais aussi on commente, on partage. Et donc, derrière, il faut gérer la modération, il faut gérer les commentaires des gens. Et comme vous le savez, il y a une dimension très virale sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut être très positif, mais ça peut aussi être négatif. Et donc, il faut savoir aussi être en mesure de répondre aussi à tout ça pour ne pas créer ce qu'on appelle le bad buzz. Et donc, ça a été d'anticiper ces besoins-là dans notre écosystème, mais aussi de s'adapter aux contraintes. Ça a été 2 gros premiers challenges à relever. Les 2 autres challenges à relever, ça a été d'articuler aussi toutes ces activations. Dans le cadre du plan d'activation global, comme je vous l'ai montré, on a activé tout un tas de contenus au sein d'Atout France. Il a fallu articuler toutes ces activations parce que le but du jeu était de toucher les audiences à tous les touchpoints, donc à tous les points de contact. Au sein de l'écosystème social media, on a mis en place, donc, comme je vous le disais, une campagne publicitaire en paid, Open Doors, Open Games, du contenu éditorial et aussi de l'influence. Donc il ne fallait pas se cannibaliser non plus avec toutes ces activations et comment on articule toutes ces activations pour que le message passe et qu'il n'y ait pas un effet de spam aussi auprès des communautés auxquelles on s'adresse en ligne. Et il fallait effectivement articuler les activations aussi dans le respect de la ligne éditoriale et de la plateforme de marque Explore France, qui a ajouté encore une contrainte supplémentaire, mais qui finalement, vous allez le voir, on a réussi à faire de très très belles choses. Le dernier challenge à relever, ça a été de coordonner le déploiement de la stratégie de contenu à l'international. Donc, comme je vous le disais, pour mettre en place ce type de dispositif, donc on avait des équipes. Alors, pour être très transparente avec vous, en centrale, on était 3 personnes à gérer le social media. Et ensuite, on avait 15 community managers dans 15 zones différentes du monde qui étaient en charge d'assurer la publication et la modération de contenu en 15 langues différentes. Donc ça a demandé une coordination évidemment de ces équipes-là pour pouvoir répondre à tous les messages auxquels on aurait pu être confronté et auxquels on a été confronté. Et aussi, et ça c'est non des moindres, ça c'est pas forcément valable que sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais globalement sur l'ensemble des événements qu'on peut organiser, c'est de développer une palette d'outils, de mettre à disposition des outils de référence pour pouvoir gérer tout ça. Donc nous, ce qu'on a mis en place spécifiquement chez Atout France, ça a été un playbook, donc un playbook de community management, une espèce de guidelines, où on peut avoir par exemple un guide de modération, comment on s'exprime, comment on crée des contenus, etc. Les guidelines aussi de gestion de crise, parce que quand on est sur des événements à portée internationale comme ça, il faut qu'on soit prêt et armé face à d'éventuels bad buzz. Forcément, pour l'image, évidemment, des territoires qu'on mettait en avant, c'était très, très important de savoir comment réagir en cas de crise. Donc, la création d'un document de gestion de crise a été indispensable. Et aussi, évidemment, et là, c'est parce qu'on a eu un écosystème très complexe, c'est l'usage d'une plateforme, d'un outil technique de social media management. C'est-à-dire qu'on a tout centralisé sur une plateforme. On a tout centralisé pour le partage des contenus, pour la programmation des contenus, pour la diffusion des contenus, pour évidemment gérer la modération, le community management, et ensuite pour analyser en temps réel et après l'événement, donc en data analyse, analyser la performance de ce qu'on faisait. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait concrètement ? On a réussi à relever tous ces challenges. On avait 3 objectifs, juste pour vous rappeler. Le premier objectif, c'était de favoriser la gestion des flux pendant l'événement. Ça, c'était très très important. Et donc pour favoriser la gestion des flux, il fallait donner envie aux visiteurs internationaux de ne pas rester forcément dans les zones et les lieux de compétition, mais c'était aussi de les inspirer pour aller visiter des lieux qui étaient autour des lieux de compétition. Donc c'était des contenus de type inspirationnel, des contenus qui étaient destinés à faire rayonner l'événement, mais aussi les marques de destination, les régions, Paris Région aussi, mais dans un objectif d'adhésion. Alors, quand je vous dis contenu inspirationnel, ça veut dire quoi ? Par exemple, on a fait beaucoup de suggestions d'itinéraires autour des lieux de compétition, des suggestions de sorties culturelles aussi, donc des expos, des musées, des visites de monuments, etc. Et des suggestions d'activités nature, quand les lieux de compétition étaient aussi autour de sites naturels, donc des parcs naturels, des activités outdoor en lien avec la durabilité, etc.
Le deuxième objectif, et là c'est la deuxième catégorie de contenu qu'on a développé, c'était accompagner les visiteurs et faciliter leur séjour en France. Donc là, on est plus dans du contenu qui est utile, qui est pratique, qui est serviciel. Donc on avait une catégorie de contenu, une typologie de contenu qui était du contenu inspirationnel, ensuite des contenus qui étaient plus utiles, pratiques, serviciels. Donc là, on était plus dans de l'information purement pratico-pratique, des conseils, des tips and hacks, par exemple, les applications utiles à télécharger pendant les Jeux Olympiques. Et enfin, la troisième typologie de contenu, c'était des contenus plus à vocation divertissante, destinés à impliquer, à fidéliser les visiteurs, à leur valoriser et partager l'état d'esprit en fait qu'il y avait pendant l'événement. Donc un petit peu l'ambiance goodwill et voilà, montrer une France festive, montrer une France qui était fière et heureuse d'accueillir aussi les Jeux Olympiques. Donc là, on a développé toute une catégorie de contenu autour de l'ambiance festive sur les lieux de célébration. Et on a aussi, pour valoriser cette ambiance, fait des collabs avec des influenceurs qui étaient sur place en France à ce moment-là. Donc je vais vous présenter tout ça évidemment juste après. Alors, avant les Jeux Olympiques, pour entrer dans le vif du sujet, donc comment on a réussi à mettre tout ça en place? On a mis en place toute une activation sur le relais de la flamme. Donc le relais de la flamme est passé dans tout un tas de territoires en France. Et donc à chaque fois que la flamme passait quelque part, on publiait des contenus. Alors là, c'est quelques exemples de contenus qu'on a pu publier. Vous voyez, il y a des contenus de Facebook, il y a des contenus Instagram et il y a des contenus TikTok aussi. L'idée de publier ce type de contenu pendant le relais de la flamme, c'était de valoriser les territoires, évidemment, de proposer des suggestions d'itinéraires autour du passage du relais de la flamme, de donner des conseils pratiques aussi sur place, de valoriser encore une fois l'ambiance avant les Jeux avec des micro-trottoirs, donc on allait à la rencontre des gens, et de faire aussi un top 5 des régions, donc un peu notre sélection des top activités à faire dans les régions partenaires. Et là, on a travaillé avec les CRT sur cette partie-là. Et donc là, c'est les petits contenus qu'on a fait donc en vidéo. C'est quelques contenus qu'on a pu développer. Alors ça, on les a relayés en stories, mais il y a eu toute une campagne en paid qui a été faite aussi derrière. Et donc l'idée, c'était de valoriser à chaque fois l'ensemble des régions dans lesquelles la flamme passait. Pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, notre stratégie, donc ça a été toujours sur cette stratégie des 3 H, donc de proposer à la fois de l'inspirationnel, du serviciel et du divertissant, de faire de la production de contenu sur mesure. On n'a pas fait de recyclage de contenu existant. Parfois, on a pris des assets qu'on avait déjà, mais la plupart des contenus qui ont été diffusés, c'était des contenus qui ont été créés pour l'événement, à destination des visiteurs pour cet événement. Alors, je vous montre quelques petits exemples. On a créé des formats qui fonctionnent plutôt bien sur les réseaux sociaux, les POV, les Point of View, les Top 5, les How-To. Donc là, c'est par exemple comment traverser la France en train. A Day in the Life, c'était un contenu où on partageait pendant une journée la vie d'un athlète qui était présent aux Jeux Olympiques ou Paralympiques. En l'occurrence, le petit exemple, c'était Alexis Sanchez, qui était un athlète paralympique d'aviron. Les bonjours aussi, donc les bonjours, c'était partir à la rencontre des personnalités en fait qui travaillaient en périphérie, pas en périphérie, mais en satellitaire sur les Jeux Olympiques, par exemple. Amandine Chanier, c'est une chef qui a travaillé sur les Jeux Olympiques dans le village des athlètes. On a fait des save for aussi, donc on mettait en valeur les villes hôtes pendant les Jeux Olympiques. Donc là, on a fait des focus sur les villes hôtes avec des save for, donc c'est-à-dire encore une fois des recommandations de choses à faire dans les villes hôtes, et tout un tas de contenus un peu en live. Alors vous voyez là, par exemple, c'était la vasque olympique qui a été allumée. On est allé sur la terrasse des Jeux aussi, qui se situe à Paris, et on a fait des contenus best-of, etc., etc. Et tous ces contenus, en fait, ont été préparés en amont, mais il y a tout un tas de contenus qui ont été créés quasiment en live. On est allé tourner aussi beaucoup de choses et qu'on a pu publier au fur et à mesure. C'est du journalisme, en fait. C'était du reportage, oui. Ça s'apparentait beaucoup à du reportage. Mais il y a des contenus, évidemment, qu'on a préparés bien plus longtemps à l'avance, notamment les interviews, d'aller à la rencontre des athlètes ou des chefs, etc. Ça s'organise, mais il y a beaucoup de choses qu'on a pu prendre un peu sur le vif aussi, et qui a favorisé le lien aussi avec les communautés auxquelles on s'adressait. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est pas que des contenus très beaux, très jolis, très waouh effect, c'est aussi des contenus qui sont authentiques et qui sont un peu pris sur le vif et qui permettent de créer beaucoup plus de liens en fait finalement, et de créer cette authenticité dont on a tous besoin, et de créer cette proximité
Alors, d'autres exemples de contenus qu'on a pu déployer pendant les Jeux Olympiques. Alors, par exemple, ça, c'était des petits contenus qu'on a fait en stories. On a utilisé les stickers. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les stickers en story. Le but du jeu, c'était d'avoir un maximum d'interactivité avec l'audience. Donc, c'était pas juste de faire de l'impression, de faire de la visibilité, mais c'était aussi de les engager sur les contenus, donc de créer du clic, de les inciter, en fait, à participer aussi eux-mêmes au contenu. Donc là, par exemple, on avait utilisé le stickers décor. Il fallait secouer son téléphone pour découvrir la spécialité qu'on mettait en avant. Le Discover France stickers boîte à questions devait deviner les villes dans lesquelles on était. Les votes, alors ça marche très très bien aussi, les petits sondages. À chaque fois, on faisait des petits votes, alors que ce soit sur la gastronomie ou le savoir-faire. Et les street interviews aussi, comme je vous disais, on a fait beaucoup de micro-trottoirs où on est parti à la rencontre des gens. Et là, par exemple, cette street interview, c'était les meilleurs lieux à Paris pour se reposer entre deux épreuves. Quels sont les petits endroits un petit peu secrets qu'on peut découvrir selon les habitants de Paris. Donc, il y avait un lien de proximité qui était très intéressant. D'autres exemples, on a fait Cycling to the Olympics pour valoriser le vélotourisme. Donc, c'était comment on participe à visiter la France et à se faire des petits itinéraires en vélo autour des lieux de compétition. Et pas que, par exemple, on a proposé un itinéraire Paris-Lille quand même, donc c'était assez sportif. Mais on a fait aussi un tour, on faisait des contenus tours, donc là c'était le tour de Lyon pendant les Jeux Olympiques avec pareil le best-of des choses à faire. Game Days Diary, ça c'était un peu le journal de bord pendant les Jeux Olympiques. On racontait en fait à telle heure ce qu'on faisait ce qu'on peut faire, ce qu'on pouvait faire. Enfin, en tout cas, on incitait les gens à le faire. Donc, ça a été tout un tas de contenu qui a été développé comme ça, qui a été publié et en stories, mais aussi en posts. Et tous les posts, en fait, si vous voulez, étaient partagés à l'ensemble des 15 bureaux. Et tout pouvait être adapté et traduit et diffusé en langue locale sur les 15 pays. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais vous avez compris qu'on a développé tout un tas de contenus. Je vais vous faire par contre un petit focus sur l'influence, parce que l'influence, ça a été quelque chose qui nous a rapporté beaucoup de visibilité. Pour rappel, on n'a pas eu le droit de médiatiser les contenus. Donc en fait, l'influence nous a permis d'amplifier notre visibilité sans acheter du média, donc en bénéficiant de la visibilité auprès des communautés des influenceurs. Nous, notre objectif, c'était évidemment de communiquer auprès de communautés internationales, en particulier des marchés de proximité. Donc, les influenceurs qu'on a activés étaient des influenceurs qui venaient de 4 marchés particulièrement identifiés, qui étaient l'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Italie. Donc, il y avait 5 créateurs qui représentaient ces 4 marchés-là. Et on a produit avec eux 28 contenus, donc c'était des reels, des carousels, des stories. On a fait 4 jeux concours avec eux. Alors normalement les jeux concours on n'avait pas le droit de l'organiser avec le CIO, mais du coup ces jeux concours étaient hors Jeux Olympiques, c'est-à-dire on profitait de la visibilité médiatique de l'événement, par exemple l'arrivée de la flamme à Marseille l'année dernière, pour faire gagner un séjour à Marseille, sans forcément citer qu'on communiquait pendant les JO, mais ça a été un moyen de contourner. Je vous en parle parce que c'est juste pour vous dire qu'on peut quand même communiquer, même si on a des contraintes. On a contourné un petit peu et ça a très très bien fonctionné. C'est des petites activations qui ont très bien fonctionné avec les influenceurs. Comme vous pouvez le voir aussi, c'était une manière aussi de montrer que ces jeux étaient inclusifs, parce qu'on a notamment travaillé avec Laura Mugnola, qui est une influenceuse italienne qui est en situation de handicap. Et ça nous a permis aussi de mettre en valeur la diversité, l'accessibilité de ces jeux. Donc c'est des opérations qui ont très très bien marché, sans médias encore une fois. On a touché quasiment 4 millions de personnes. Donc ça a été une très très belle performance. On a eu plus de 41 000 impressions. On a aussi recruté, fait de l'acquisition de followers grâce au jeu concours aussi, à la visibilité que nous ont offert ces influenceurs. Et donc l'influence, ça peut être un levier d'activation qui est extrêmement intéressant dans le cadre de l'organisation d'événements. De manière générale, là on a fait le test sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais ça peut aussi s'appliquer dans le cadre d'autres événements, bien entendu. Et ça fonctionne plutôt très bien. Évidemment, il faut savoir bien identifier les influenceurs et pouvoir bien les briefer, etc., et avoir du contenu pertinent et connecté évidemment à ce qu'on raconte. Mais le levier de l'influence était un levier très bénéfique pour nous. Et enfin, l'après JOP, donc on est en plein dedans. Ce qu'on a fait, c'est-à-dire que, en fait, à la fin des Jeux paralympiques, donc en septembre dernier, on s'est pas arrêté là. On s'est dit, mais en fait, on peut continuer à surfer sur la vague des Jeux olympiques et paralympiques, parce que
les JOP, finalement, ils continuent de vivre à travers les territoires et le patrimoine tout au long de l'année. Et donc, en édito, ce qu'on continue à faire, c'est des suggestions d'itinéraires, de visites sur les traces des JO. Donc, par exemple, on fait ce genre de post 4D à Paris pour revivre les Jeux de Paris 2024. Ça peut être aussi des stories où on va relayer tous les événements aussi, par exemple la tournée de Zeus, vous savez le cheval qui était à la cérémonie d'ouverture sur la Seine, qui a fait un tour au château de Versailles notamment, mais pas que. Ça va être tout un tas d'événements comme ça qu'on va relayer sur nos réseaux sociaux et qui continuent en fait de faire vivre la flamme, si je puis m'exprimer ainsi. Et évidemment, à côté de tout ça, il y a d'autres activations qui sont encore à venir cet été, puisqu'on va bientôt arriver à la journée olympique au mois de juin et au 1 an des Jeux olympiques, donc avec tout un tas d'activations presse et un nouveau film de campagne qui va sortir très bientôt dans le courant de l'été. Au final, juste pour vous montrer tout ce qu'on a mis en place, et malgré toutes les contraintes qu'on a eues, on a quand même réussi à faire plus de 2,1 millions d'impressions dans le film. Donc ça, c'est hors influence. Hein. Donc après, on rajoute ce qu'on a fait en influence, on arrive à plus de 6 millions. Mais donc, on a touché des millions de personnes, même au-delà de nos communautés de followers, sans aucun achat média, avec des taux d'engagement. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un taux d'engagement, mais c'est le nombre d'interactions qu'on fait sur le nombre d'impressions, qui est de 4,5%. Juste pour vous situer, un taux d'engagement moyen sur Instagram, on est autour de 2-3%. Sur Facebook, on est autour de 1%. Donc, on a eu des taux d'engagement qui étaient assez exceptionnels compte tenu de la saturation des plateformes et de la période, encore une fois, qui était très concurrentielle. Et juste pour vous dire, là, je vous ai mis quelques exemples de contenus qu'on a déployés. Mais au final, on a fait 433 contenus en l'espace de quelques mois. Donc, on peut dire en 6 mois, puisque en fait, on a fait ça juste avant le relais de la flamme. Enfin, on a commencé à teaser avant le relais de la flamme jusqu'à la fin des Paralympiques, en tout cas, puisque après, on a fait d'autres choses. Mais on était à plus de 433 publications et plus de 250 stories aussi à faire. On a fait énormément de vidéos. On a produit 120 vidéos en très peu de temps aussi. Donc, c'est une animation éditoriale qui a plutôt très, très bien fonctionné. On a eu des contenus qui étaient créatifs et interactifs et qui étaient créés sur mesure pour l'événement. Ça, c'est le retour d'expérience que je peux vous dire, c'est que plus vous faites du contenu qui est adapté à l'événement et qui n'est pas du contenu générique qu'on va réutiliser pour l'événement, voilà, le contenu sur mesure, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné. L'influence aussi a très, très bien fonctionné et ça a permis d'amplifier la visibilité à l'international sans forcément d'achat média derrière, encore une fois. Et ce qui est important, c'est que l'influence aussi, ça a permis de toucher des plus jeunes générations, ce qui était plus difficile à faire quand on fait de la production de contenu en propre. Donc l'influence, c'est pas mal aussi si vous souhaitez surtout toucher des visiteurs de la génération Z ou des millennials. L'influence, ça marche très très bien. Et on a eu au final donc des très belles performances de visibilité et d'engagement. Donc c'était un très bon retour d'expérience. Juste pour vous donner quelques chiffres, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les chiffres, ça c'est les chiffres clés qui nous ont été communiqués par le COJO. Donc il y a eu des retombées économiques, comme vous le savez, énormes sur cet événement à portée internationale. Par contre, et là on en parlait tout à l'heure, c'est sur l'histoire des tests post-campagne. Alors nous, pour le coup, on a fait un test post-campagne, pas sur ce qu'on a fait sur le fil rouge éditorial, mais ce qu'on a fait sur la campagne Open Doors, Open Games, qui a été lancée. Et donc, c'est les chiffres qui sont juste ici, voilà, dans les perspectives. Et 31% des répondants au post-test de la campagne ont dit qu'ils envisageaient un voyage en France d'ici 2026. Donc, c'est un tiers quand même des gens qui étaient touchés par la campagne, qui ont manifesté l'envie d'effectuer un voyage en France. Et 50% de ceux qui étaient exposés à la campagne ont encore plus manifesté l'envie. Donc en fait, on a pu mesurer, nous en tout cas sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, avec ce qu'on a déployé sur Atout France, on a pu mesurer l'impact sur l'attractivité touristique et l'impact sur les voyages en France en fait qu'a eu cet événement. Donc ça a été très intéressant. Bravo Laure. Après, on verra ça juste après. Peut-être juste sur on va faire une coupure aussi. Est-ce que vous avez des questions? Parce que bravo déjà pour la campagne. Là. Il y en avait combien 400 contenus. Vous étiez combien à les produire? C'était vous directement ou il y avait aussi des agences à côté derrière? Non, on avait des partenaires aussi. Ok. Ouais. Beaucoup de partenaires. Et j'en profite. Et des influenceurs, tout ça. Donc il y a eu, ça a été beaucoup de coordination de partenaires aussi, en plus de la création qu'on pouvait faire nous-mêmes.
Et en anecdote un petit peu positive et anecdote négative, il y a bien quelque chose qui reste, non? Qu'est-ce qui reste un peu? Il y en a trop, il y en a pas? Non, mais t'as pas eu une surprise ou tu vois, enfin, des trucs que tu racontes le soir au coin du feu en disant, tu te rappelles, enfin, non? Non, alors en fait, c'est surtout que à titre personnel, moi j'avais très peur qu'il y ait du bad buzz. C'est-à-dire, j'avais très peur que ça parte totalement en live, que les gens. Enfin voilà, j'avais très peur de ça. Et en fait, ce qui a été super, c'est que tout s'est super bien passé et que nous, en tout cas, de ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, parce que les gens nous ont envoyé des milliers de messages sur toutes nos publications, c'est que les gens étaient super heureux d'être aux Jeux Olympiques et Paralympiques et que globalement, et ça a été dit dans les médias, mais nous on l'a vu aussi à notre petit niveau. Ça a été un événement qui a été très 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 bien accueilli et limite j'étais très surprise. En plus il y avait eu un petit peu un bad buzz sur l'organisation des Jeux à Paris, etc. Donc on avait très peur en fait de ce qui pouvait se passer et la bonne surprise ça a été que tout s'est super bien passé, ça a été au-delà de nos espérances et le feedback des gens a été incroyable. Donc c'était plutôt une bonne surprise. Après pour le reste je garderai ça secret. Ok. Vous avez des questions pour Laure? Vous en avez des questions là? Ah, juste là. Ouais, c'est pas chaque année qu'on fait les Jeux Olympiques. Hein. Mais il y a les Jeux de 2030 dans les Alpes qui vont arriver bientôt. Oui, sur les pages Explore France, sur les contenus organiques que vous avez créés, comment vous avez géré justement le rythme entre les contenus spécifiques sur les JO et le reste, on va dire, pour la promotion de la destination en général, pour pas ne communiquer que là-dessus et inonder les pages. Alors, comme il y a eu des contenus aussi, alors il y a deux choses. Déjà, on a rebasculé un peu la volumétrie par rapport à ce qu'on fait en fil rouge éditorial classique. Sur des petits événements, on peut faire 80% de fil rouge et 20% sur l'événement. Là, on a carrément basculé 80% de contenu JO et 20% de fil rouge. Mais il y a des contenus qu'on a créés sur mesure, mais à côté, il y avait aussi des suggestions d'itinéraires, comme je disais, etc., et qui rentrent totalement en fait dans notre ligne éditoriale. Donc c'est passé dedans, quoi. Vous n'avez pas tagué à chaque fois les JO en particulier, c'était juste que ça faisait référence à l'événement de manière naturelle. Absolument. Ouais. Absolument. Et par contre, on a eu pas mal de relais des partenaires et des CRT aussi, des régions, etc. Donc ça a démultiplié évidemment aussi la visibilité. Travail en réseau. D'autres questions? Non? C'est que il y a les CM là, vous n'avez pas des questions un peu? Ça doit être quand même titillé, non? Non. Bon. Moi, ce que je propose, c'est qu'on enchaîne un petit peu, parce qu'après les JO, il y avait autre chose qui était intéressant, j'en ai pas parlé. On passe directement. Juste pour vous dire, 2 secondes. En fait, on fait pas que les Jeux Olympiques et Paralympiques, comme vous le savez. Hein, on promeut tous les événements possibles et imaginables en France. Et l'année dernière, il y a eu aussi les 150 ans de l'impressionnisme. Alors, juste pour vous dire que entre un grand événement sportif international et un événement culturel comme ça, en fait, finalement, la mécanique, la manière dont on travaille et la manière dont on gère les contenus, dont on gère les équipes, dont on se coordonne, etc., est relativement la même. Et que finalement, on arrive aussi à déployer exactement la même méthodologie sur des très très grands événements internationaux et sur des événements qui sont aussi à portée internationale. Hein, les 150 ans de l'impressionnisme, c'est international aussi, mais qui sont plus à destination de cible culturelle, donc c'est encore d'autres publics, évidemment. Et donc là, c'était une petite slide pour vous présenter ce qu'on avait fait aussi sur les 150 ans de l'impressionnisme et pour vous montrer qu'effectivement, les performances sont en rendez-vous à partir du moment où la stratégie de contenu, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, la stratégie de contenu est bien construite, est bien organisée, bien coordonnée, bien articulée. On arrive à le déployer en fait sur tous les événements. Et ça tombe bien puisqu'il y a d'autres événements encore. C'est ce qu'on va aller voir justement. Par contre, ce qui est intéressant, vous l'aurez en ligne, hein, la présentation. Donc il y a 72 slides, je pense. C'est quand même très inspirant. Parce que même pour ceux qui ont des événements chez eux, tout ça, il y a plein de bons tips à récupérer, je pense, pour faire vos propres communications. Je vais laisser Alix prendre le relais. Vas-y, je te laisse faire le relais, d'accord? Voilà. Donc, pour un peu plus d'acidité, d'accord, avec le citron. Vas-y. Alors moi, je vais vous parler de 2 autres événements.
à une toute autre échelle, puisque en fait on est une petite communauté d'agglos. Menton Riviera Merveille, donc de Menton à Tende jusqu'à la Turbie, ça représente 15 communes. Et pour commencer, je vais vous parler d'un événement qui est, lui, pour sa part, mondialement connu, la fête du citron. Et après, on verra un tout autre événement. On a cité tout à l'heure la Madjack. Alors déjà, je voulais savoir qui dans la salle connaît la fête du citron, parce que tout à l'heure, on a demandé qui était allé, mais qui connaît. Voilà. Et qui connaît Menton sans connaître la fête du citron, spécialement? Donc, c'est un peu moitié-moitié. Ça vous donne l'idée un peu de l'impact qu'a un tel événement. Nationalement, on est d'ailleurs un peu plus connu sur cet événement, mais alors internationalement, c'est vraiment suivant les pays un événement qui est très, très connu. Il se déroule chaque année. Alors tout à l'heure, on disait, il y a une préparation là pour certains, pour Yannick citait de 2021 à 2023, la préparation, etc. Là, c'est un événement qui est annuel. Il y a Nicolas qui est dans la salle qui le prépare chaque année médiatiquement. C'est pas mon travail directement, c'est plutôt le sien. Mais en fait, on a une campagne qui se renouvelle tous les ans et puis il faut toujours innover. Donc, chaque année, on essaie de chercher des tips, des nouveaux médias, des nouveaux partenariats, etc. C'est un événement qui se déroule sur 16 jours exactement. Donc, c'est assez court comme format pour notre ville. C'est donc uniquement sur Menton. Et en fait, à l'origine, il y avait 3 corsos, c'est-à-dire un corso par dimanche. Et puis, on a voulu avoir un impact un peu plus fort, prolonger les séjours, etc. Et on a ouvert des jardins de lumière, c'est-à-dire le jeudi soir, les jardins étaient éclairés et animés. Et puis, on s'est dit, on va faire des corsos pendant ces jardins, pendant ces soirées. Donc, aujourd'hui, il y a 5 corsis. Et ça reste un événement le dimanche et un événement le jeudi, sur 2 semaines, 3 week-ends compris. Donc, 5 jours d'événements. Et de là, on s'est dit, en fait, on devrait un peu plus l'exploiter. Et du coup, moi, j'ai plutôt vous parler du développement de l'offre et pas du contenu sur les réseaux sociaux, etc., que l'on développe chaque année. Mais là, c'est un autre regard sur l'événement. C'est comment on a déployé toute une gamme de produits touristiques à Menton. Donc, en fait, on est parti il y a quelques années d'uniquement un billet pour un corso à aujourd'hui des excursions et des activités qui sont proposées tout au long de la fête, qui est d'ailleurs en parallèle du carnaval de Nice. Tout ça, c'était évidemment pensé pour créer des séjours touristiques qui durent. On a aujourd'hui 47 activités qui sont proposées sur 15 jours. C'est une évolution de 23% entre l'année dernière et cette année. C'est complètement récent chez nous. Tout à l'heure, on parlait de confiance, de rapport de confiance avec les organisateurs. Alors évidemment, vous allez vous dire, vous, c'est en interne. Mais non, en fait, c'est pas tout à fait en interne puisqu'on est 2 structures séparées. On travaille pas vraiment ensemble tout au long de l'année, bien qu'on se connaisse bien. Et évidemment, on a un rapport de confiance l'une avec l'autre des structures. Mais pour autant, en fait, nous, on s'est dit, mais comment nous, Office de tourisme communautaire, on va déployer une offre sans rajouter du travail à l'Office de tourisme de la ville de Menton, qui est dans toute la partie événementielle. Il faut savoir que la fête du citron, c'est une fête qui est quand même vraiment gérée par les équipes de la ville. Il y a quelques ressources externes, évidemment, mais c'est toutes les équipes de la ville qui mettent la main à la pâte et qui travaillent sur l'événement. Donc nous, on voulait pas rajouter du travail, évidemment. On s'est dit, on va le faire en collaboration, mais sans les déranger. Et on a créé des excursions sur le territoire en étant en totale autonomie, ce qui a réellement aidé aussi au process, puisque s'il fallait demander encore aux mêmes personnes de rajouter ça à leur charge de travail, c'était pas gérable. Du coup, on est passé de 264 produits proposés à la vente cette année. C'est une augmentation de 26%. Là, on a aussi permis à nos prestataires de progresser, puisque en fait, c'est des partenariats qu'on fait avec certains prestataires. On a par exemple une agence de trek, de randonnée, avec qui on s'est dit on allait travailler, on allait proposer des petites randonnées, vous allez voir après. Et en fait, aujourd'hui, il les démultiplie. Lui, il a grossi ses équipes. Donc, c'est main dans la main avec les prestataires du territoire qu'on a permis de faire grossir cette offre. Et on est passé de 200 000 visiteurs il y a quelques années à aujourd'hui estimé à 255 000.
Alors, je suis désolée, j'ai un petit souci sur les vidéos. Je vais pas pouvoir les lancer ni vous les mimer. Mais je pense que vous connaissez un petit peu la fête du citron, les chars, la partie un peu carnaval qu'il y a autour et les jardins. Ici, ça vous donne une idée de l'offre touristique que l'on a. On a désormais sur le site de la fête du citron, on n'a plus uniquement une billetterie pour les corsos, comme je vous disais, mais une offre. Et donc, on a une place de marché qui est sur le site de la fête du citron. Là, vous avez un imprimé écran de quelques offres. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a des offres qui existaient sur la place de marché de l'office et qu'on a pu regrouper ici, comme les visites des jardins. On a des jardins remarquables. Du coup, on utilise ce que disait tout à l'heure Laure. En fait, c'est l'offre touristique qui est là, qui est intéressante. On l'exploite dans le cadre de l'événement. Et à l'inverse, on a créé des produits dédiés à la fête du citron. Donc, il y a des produits qui sont, vous voyez, l'envers du décor de la fête. Ça, évidemment, c'est exploitable que pendant la fête. Mais on a aussi goûté à la ferme du citron, donc la visite des producteurs. On a les randonnées du citron, etc. Et ça, en fait, à l'inverse, au départ, la randonnée du citron, elle a été créée pour la fête du citron. Et maintenant, on l'exploite tout au long de l'année. Et ça, c'est assez intéressant, en fait, de se dire comment on exploite un événement sur 15 jours. En fait, on le fait durer beaucoup plus largement, surtout qu'il a lieu l'hiver. Donc, en fait, on peut le faire durer sur tout l'hiver et l'automne. Vous avez un petit exemple aussi de la photo à droite, où en fait, on profite de cette opportunité de la fête du citron pour faire venir des influenceurs, évidemment. Et chaque année, on leur fait tester des produits qui sont à la vente, des expériences à vivre. Et donc, ils relaient cette expérience-là sur leur propre réseau, en plus des corsos. Donc, en fait, on avait plusieurs enjeux, évidemment, à faire ça. Le but, c'était d'agrandir le panier moyen du visiteur, puisqu'il va donc aller chez les prestataires, consommer chez les prestataires, etc. C'était rallonger les séjours. On est parti initialement de séjours qui étaient un peu sur 2 jours. Aujourd'hui, on est davantage sur 4 jours. On étend le séjour avec ses corsos répartis sur la semaine, mais aussi ses activités. On a eu comme retour aussi sur les réseaux sociaux et même au desk, au front, des visiteurs qui sont venus nous dire, en fait, nous, on hésitait entre les carnavals de la Côte d'Azur et on a décidé de venir à Menton parce qu'on est une famille et on avait envie de vivre quelque chose, mais de vivre réellement l'authenticité, etc. Et donc, c'est l'amélioration de cette expérience touristique avec un côté immersif, aller chez le producteur, etc. et pas être juste dans le côté événementiel. Et puis, on s'est attaché à déplacer les flux puisque comme vous venez de le voir, 255 000 personnes à Menton, qui est une ville d'environ 35 000 habitants. Ça fait un peu de monde. Donc, on s'est dit, nous, on est office de tourisme d'une communauté d'agglomération. On va faire découvrir aux visiteurs les villages perchés qui sont à côté de chez nous et qui étaient déserts, en fait, jusque-là. Et on a carrément investi dans des minibus, etc., pour faire des excursions. Et on les emmène, comme ça, sur l'ensemble du territoire. Et du coup, ça leur permet aussi un nouveau regard sur notre destination. Vous avez à droite le calendrier. Donc ça, c'est assez récent. Avant, il n'y avait même pas besoin d'en mettre puisque en fait, il y avait juste des corsos. J'entends Nicolas qui dit c'est vrai, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai, on avait juste les billets des corsos. Aujourd'hui, c'est un calendrier qui est complet avec toutes les dates sur les 2 semaines parce que chaque jour où on clique, il y a forcément quelque chose à faire sur la destination. Et puis, comme je vous disais, l'idée, c'est l'après-événement. Donc, moi, par exemple, quand je vais en salon envers des tour opérateurs ou que certains de mes collègues vont rencontrer des CE, ils leur proposent ces excursions-là. Et en fait, on a la preuve par l'exemple, puisqu'on leur dit on est capable de le faire vu qu'on le fait pendant la fête du citron. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, ils sont en pleine confiance. Ils se disent, très bien, moi, je vais pouvoir emmener 50 personnes, 20 personnes, puisque pendant la fête du citron, ça dépasse toutes ces mesures-là. Donc ça, c'est un bon exemple. Ensuite, c'est de déployer un catalogue de produits groupes et un service dédié. Et ça, c'est très important, c'est que si on a pu faire ça, c'est parce qu'on a créé un service
qui est une offre groupe et qui travaille à 100% sur la fête du citron pendant 2 mois, évidemment, dans la préparation et sur place. Et c'est eux qui emmènent carrément les touristes, etc. Mais ce service-là, après, il va utiliser ses ressources pour déployer ça sur le reste de l'année, sur des salons CE, etc. Et sans ce service-là, on n'aurait jamais pu le faire parce que vous imaginez bien que toutes les ressources étaient déjà utilisées à 100%. Ensuite, on a professionnalisé nos sociopros, comme je le disais, et ça va jusqu'aux vendeurs de pâtes, aux céramistes, qui fait maintenant des ateliers céramiques. On a proposé le presse-agrumes en céramique en petit atelier de 10 personnes. C'est quelque chose, on veut rester dans des petits formats comme ça pour rester dans l'authenticité. Mais cette céramiste, elle s'est dit, mais très bien, en fait, je peux le faire à l'année, une nouvelle fois. Et puis, bien sûr, ça nous offre l'opportunité de mettre en valeur notre destination en hiver et de montrer qu'en fait, on peut tout à fait profiter de toutes ces activités-là pendant toute cette période qui paraît toujours un peu creuse sur la Côte d'Azur, l'hiver, quoi faire. En fait, c'est un autre séjour qu'on propose. Vous voyez ici, on a le catalogue groupe qu'on a déployé l'année dernière et qui s'agrandit chaque mois même maintenant. Et on voit la différence entre, on a fait une page les produits fête du citron, c'est des produits qui pourront pas être vécus à un autre moment. Et puis vous voyez en bas de la page, les visites guidées, les jardins, etc. Et on les a à côté de l'autre page, les randos accompagnés. Et ça, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, rando du Mimosa, les 10 plus belles villes vues de Menton. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. En fait, aujourd'hui, c'est une énorme demande qu'on a, les 10 plus belles vues de Menton. On vient de le faire il y a quelques jours. On a accueilli le croisiériste Le Ponant. Et du coup, on a exactement utilisé ce qu'on faisait sur la fête du citron avec les mêmes ressources. Et on a emmené tous les meilleurs vendeurs du Ponant faire la randonnée des plus belles vues. Alors là, c'était pour vous montrer un autre exemple qui n'a rien à voir. Malheureusement, je peux pas lancer la vidéo, mais on passe d'un événement comme ça qui est internationalement connu à un événement qui est dans une dimension tout autre. C'est un petit événement, c'est la Madjack. Donc, il y avait une personne qui l'avait fait ici, mais est-ce que vous connaissez le modèle de la Madjack? Personne? Il y en a qui disent oui, là. Je les vois faire comme ça. Alors la Madjack, en fait, c'est une entreprise qui revisite le voyage et qui propose un voyage plus immersif en allant moins loin, en voyageant mieux. Et donc avec un petit format, ils ont une offre qui est soit du trek, soit du vélo, soit du canoë ou multi-activités. Nous, en fait, on a souhaité interroger la Madjack l'année dernière pour créer un événement. Donc, on a choisi un événement trek pour plusieurs objectifs, répondre à nos objectifs. On a une stratégie de tourisme responsable et durable. Et en fait, on s'est dit, quoi de mieux que de créer un événement comme celui-ci, de se faire accompagner par la Madjack, qui est complètement ancrée dans nos valeurs. Et nous, ça nous permettait aussi de créer un événement où les résidents pouvaient se greffer, donc leur donner un sentiment d'appartenance. Ça nous permettait d'attirer des visiteurs locaux dans un périmètre même un peu plus large, le régional, et de fédérer les acteurs du tourisme durable. Alors, ce qu'on a imaginé, en fait, c'était la Madjack, c'est un trek, et puis ça se termine toujours par un moment festif. Donc, disons que par exemple, ça se termine le samedi début d'après-midi et ils partent que le dimanche midi. Pendant ce laps de temps des 2 derniers jours, c'est très festif, c'est marché des producteurs, c'est rencontres avec les professionnels du territoire, etc. Et nous, on s'est dit, en fait, nous, on va faire grossir ce moment-là, on va le transformer en festival et on va travailler main dans la main avec eux pour en faire quelque chose de plus important, mais en se basant sur eux. Et on avait au moins l'assurance d'avoir le public de la Madjack à notre festival. Donc, c'était au moins une bonne base pour démarrer. On a donc décidé de faire un trek qui partait dans la Roya, la vallée de la Roya, sur 5 jours.
En passant d'une commune à l'autre, d'un village à l'autre, pour dormir. Là, vous avez la photo gros bivouac au fort du col de Tende, et pour redescendre sur Casterino. Donc c'est toute une partie de notre territoire qui est quand même peu fréquentée, qui a subi la tempête Alex. Aujourd'hui, on a le train des merveilles qui était très connu, qui est à l'arrêt parce que pour travaux, pour redémarrer de plus belle, mais là, il y a une phase à tenir. Donc, en fait, des événements comme ça permet aussi de mieux faire connaître notre territoire, et cette partie-là, surtout, qui est moins visible. Faut savoir que la Madjac, c'est 40% en moyenne des jacos, ils appellent ça les jacos, les participants, qui reviennent en vacances sur le territoire dans les 12 prochains mois. Donc ça, c'était une approche qui nous intéressait aussi énormément. Et ces jacos-là, ils correspondaient à notre cible, puisque en fait, là, on parle d'emmener des personnes dans des villages où il y a peu de fréquentation. Donc si on arrive avec un afflux massif de personnes qui ne sont pas dans vraiment l'authenticité, le respect, la curiosité et juste de la consommation touristique, ça va pas répondre à nos attentes, puisqu'on va avoir les résidents qui vont nous répondre et se braquer. Donc là, en fait, on savait qu'on s'adressait à la bonne cible, puisque c'est quand même un de leurs slogans, c'est nos traces. On avait aussi, grâce à leur format, un relais d'influenceurs qui était inclus dans leur campagne, ce qui nous intéressait beaucoup. Et puis, une banque d'images qui donne en retour. Là, je vous détaille la campagne, justement. Ça permet aussi de se baser sur eux pour avoir un autre ton, puisque, évidemment, en tant qu'office de tourisme, on se doit toujours d'avoir un ton un peu institutionnel. Et là, on passe dans quelque chose d'un peu plus fun, qui va plus parler à notre cible, finalement. Ils créent une identité visuelle. Ils se sont même réadaptés, puisque au départ on avait ces 5 jours de trek, et puis finalement ça manquait un peu d'inscription. Ils se sont réadaptés, ils ont créé un parcours en 3 jours. Il y a le choix maintenant pour s'inscrire. Enfin, c'était l'année dernière, et là on a renouvelé la même expérience. Ils ont mis en avant ils ont ressollicité de nouveaux influenceurs, etc. Donc quand on parle du rapport de confiance, là c'est énorme, parce qu'en fait on a vraiment travaillé main dans la main. Et ça, c'était leur engagement, la campagne, réseaux sociaux, 5 campagnes sur les réseaux sociaux, traces, dehors, etc. C'est leur terme qui donnent. Une campagne blog, nous faire une campagne de presse, une production d'images, etc. Et en fait, pour l'envie de réussir, ils sont allés bien plus loin que leurs engagements. Et ça a été vraiment appréciable, parce qu'on avait tous la même envie, en fait, que ça réussisse et de faire connaître un territoire un peu plus enclavé. Ça c'est ce qu'ils font eux. Oui. C'est ça. Ouais. Ça, c'est leur engagement, c'est le contrat. Et c'est vrai que c'est très important aussi, c'est qu'on part pas un peu comme ça avec un influenceur. Non, c'est contractualisé. Il y a un engagement très clair. Et franchement, le vécu qu'on a, c'est qu'ils sont allés au-delà de leurs engagements écrits. Et c'est une aventure humaine qu'on a ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent même en amont. Et c'est ce dont témoignent les participants, mais on le ressent même en amont dans l'organisation. On a une équipe dédiée pour le festival et une équipe dédiée sur l'organisation du trek. Donc, ce que je vous disais, on avait 2 parcours. Au départ, au final, l'année dernière, on avait 235 personnes au départ, donc sur 2 parcours différents, mais qui se rejoignaient en cours. Et donc, les retombées de leur campagne, ça, c'est que leur campagne, c'est 800 000 impressions sur les réseaux sociaux, 10 000 pages vues en un mois, et 400 000 impressions sur la newsletter. Ça, c'est quelque chose que nous, après, on rebondit dessus aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cross-posts. Et là, il y a aussi des cross-posts avec des influenceurs. Donc, tout se démultiplie. Donc ça, c'est très intéressant. On a l'analyse de la typologie des participants de l'année dernière. Donc, 55% femmes, 45% hommes. Une moyenne d'âge qui correspondait, nous, à nos cibles. Donc, une majorité 25-35 ans et 35-45 ans. Nous, c'est nos cibles parce qu'on cherche des gens qui sont sportifs, puisqu'on a un véritable territoire outdoor à faire connaître. On cherche du tourisme responsable. Et puis, c'est aussi nos cibles par rapport à la provenance, puisque nous, on a un engagement qui est surtout sur un tourisme national et ensuite régional. Donc là, on voit la majorité Île-de-France, puis Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes, Var, Lyon, Haute-Garonne.
Donc ça a même touché en troisième région notre propre région. Et c'est très intéressant parce que dans les commentaires qu'on a lus sur les réseaux sociaux, les gens de notre région étaient presque les plus surpris. Ils redécouvraient leur territoire en fait et ils savaient même pas qu'il y avait toute cette partie qui existait. Et ici on voit justement comment ils déclinent leur campagne. Et ce qui est aussi intéressant, comme on l'expliquait tout à l'heure sur des gros événements, sur un petit événement comme ça, on peut aussi faire une campagne annuelle. Et donc, eux, ils démarrent avec une campagne d'annonce avec leur propre réseau, puis relayée par un influenceur. Alors, je pense qu'il n'y a pas un format tracé. Ça dépend un petit peu de la collaboration qu'ils ont avec la destination, les influenceurs qu'ils ont en face, etc. Mais il y a un engagement sur une quantité de posts comme ça. Et c'est pas un matraquage sur l'événement. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont au-delà, ils font connaître le territoire et ils travaillent par rapport à nos besoins. Donc là, par exemple, c'était le top 3 top des 3 cabanes. On a mis en valeur les refuges de notre territoire, sachant qu'on a un refuge qui est saturé, 2 qui le sont beaucoup moins. Du coup, on a insisté sur les autres refuges, les refaire découvrir, etc. On a le côté terroir, c'est valoriser des restaurants qui sont engagés avec tous les produits locaux, la gastronomie locale, etc., les méthodes locales. On a la trace qui est évidemment pour promouvoir la randonnée chez nous. Et en fait, vous avez ici la campagne attractivité tout plaqué, ils appellent ça. Et c'est assez drôle parce qu'ils nous racontaient, il y a des destinations où il manque par exemple de médecins, évidemment. Et en fait, eux, ils ont un fort public qui est interne, qui se prépare ou alors qui est déjà médecin. Et ils disaient, si la destination manque de médecins, nous, on fait une campagne. Voilà, il y a un cabinet, une aide à l'installation, etc. Donc, ça dépasse même juste du tourisme, en fait. Ça répond à des enjeux de territoire. Et ça, c'est très, très intéressant parce que suivant nos besoins, là, sur exactement cette publication-là, ils vont insister et aider le territoire. Ils collent à votre ADN, en fait. C'est ça qui est vraiment intéressant. Oui, exactement. Et quand tout à l'heure, je parlais du rugby, c'est pareil. C'est qu'en fait, on peut faire des choses comme ça quand on est aligné. Je pense qu'aujourd'hui, ça marche de moins en moins de déployer des efforts s'il n'y a pas un alignement à la base. Et même sur l'interne, en fait, les équipes, elles vont pas porter le projet de la même manière si elles se sentent pas en phase avec le projet. Et aujourd'hui, je pense que plus ça va aller, plus on va être obligé d'être aligné avec ce qu'on fait. Et là, oui, c'est toutes nos valeurs. Intéressant. Hein. T'as encore... là, c'est en photo. Vous montrer un petit peu en photo ce que ça rend. Et voilà, c'est le yoga en plein air, etc. Mais, ouais. Et en budget, si on peut, je sais pas après. Alors, je vais pas donner le budget exact parce que je sais qu'il se cherche et que c'est pas évident. Mais nous, on a eu un engagement sur 2 ans pour faire baisser le budget déjà. Donc c'est pour ça qu'on renouvelle là, mais on envisage de renouveler encore. Et on est dans une fourchette, je crois, entre destinations suivant ce qu'ils ont proposé, entre 50 000 et 70 000. Ouais. Intéressant. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Hein? Apparemment, ils ont augmenté un petit peu. Ah. Vous réglerez vos trucs après dans la négociation. Oui, je parle par an moi. Hein. Oui, et avec un engagement sur 2 ans. Oui, par an. Entre 50 000 et 70 000 par an. Et nous, après, nous, on a complété pour prendre l'opportunité, rebondir dessus. On a réinvesti par-dessus pour en faire un réel festival derrière. Mais en fait, c'est un événement hyper structurant pour vous. Enfin, moi, ce que je ressens quand même, c'est ça, c'est que c'est quand même aussi le choix. Il y en a un là, c'est ces 2 événements un peu assez différents finalement. Complètement. Et celui-là, il est vraiment il va puiser loin dans vos racines, en fait. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant, la façon de le valoriser. Et derrière, après, c'est pareil, valorisation
enfin comme tu l'as montré tout à l'heure sur le citron, tu peux aussi Oui. le valoriser de la même manière avec les sentiers, ainsi de suite. Peut-être que... Et est-ce que tu as le droit d'utiliser après coup un sentier Madjack, par exemple, dans 2 ans, si tu travailles plus avec eux, ou est-ce que... Alors, on n'a même pas abordé ces Ah. sujets-là, mais ils sont hyper libres. Et au D'accord. contraire, en fait, ils sont hyper constructifs. Enfin, nous, quand on s'échange les images, etc. Là, ils nous ont dit, bah voilà, l'année dernière, on a fait telles images. Est-ce que tu veux un peu plus comme ça, du vertical, etc. Ils vont en profondeur quand même dans nos besoins, qu'ils vont même pas exploiter eux. C'est vraiment, ils nous donnent une production d'images aussi en retour. Ouais. Et il y a quelque chose qui est très vrai dans ce que tu as dit, qu'on voit que c'est aligné, c'est que nous, on a un côté montagne, donc avec des résidents qui sont quand même un peu rudes parfois. Et en fait, on a eu une magnifique acceptation des résidents sur cet événement. Tout le monde a trouvé ça formidable. Donc ça, pour nous, c'était vraiment énorme d'avoir cet aboutissement. Il y a un respect en fait de ce que vous êtes. On ressent quand même cette dimension-là. Est-ce que, écoutez, moi, ce que je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, on arrive comme ça fait 1h30, donc on va mettre un terme à notre atelier. Je vous remercie tous les 3. C'était vraiment très riche. Enfin voilà, en plus vous aviez vraiment, vous pouvez applaudir parce que vous pourrez puiser votre inspiration dans le grand événement et jusqu'à la racine locale et tout ça. Et je trouve qu'à chaque fois, c'est quand même tirer le maximum de vos événements. Et souvent, c'est un peu dommage. Si vous avez des beaux événements chez vous, faites en sorte justement de les exploiter et de les exploiter au mieux, quoi. Merci et à la prochaine, au prochain atelier plutôt.